l'été. Cette période de l'année qui, pour beaucoup, rime avec fête de la musique, célébration du 14 juillet avec ses feux d'artifice et ses concerts, festivals, parfois durant plusieurs nuits d'affilée, boîtes de nuit, fêtes de camping. Et puis un jour, tout s'arrête. Le silence. Ou peut-être un long sifflement continu. Alors, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas mort. Cependant, quelque chose a bien changé. Vous entendez moins bien qu'avant, voire dans le pire des cas, vous n'entendez plus rien du tout. Ou bien, dans votre tête, résonne un bruit permanent. Vous avez, sans vous en rendre compte, endommagé votre audition. Et ça, il y a de fortes chances que ce soit irréversible. Vous pensiez peut-être trop jeune pour ce problème, pourtant ce n'est pas le cas. Mais si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas seul. Selon l'OMS, d'ici 2050, plus d'1 milliard de jeunes adultes risquent de souffrir d'une perte auditive permanente et évitable à cause de pratiques d'écoute dangereuses. Ok, je l'admets, dit comme ça, ce n'est pas si rassurant. Mais je pense que c'est un bon point de départ pour se poser quelques questions. Déjà, comment en est-on arrivé là ? Comment perd-on l'audition et quelles sont les solutions pour ne pas que ça nous arrive, à vous et à moi. On va essayer d'explorer ce sujet dans cette vidéo. Juste avant, petit disclaimer, je ne suis pas médecin et je ne vais pas vous donner de conseils médicaux. Moi, je suis juste quelqu'un qui a écouté beaucoup de musique dans sa vie, que ce soit aux écouteurs, aux casques, mais aussi aux enceintes, et qui un jour s'est dit « il faudrait peut-être que je me renseigne ». Même si ma situation perso a changé, je vous en parle à la fin. Cette vidéo est donc le condensé de mes recherches. Comme d'habitude, mes sources sont en description et comme d'habitude, j'ai une marge d'erreur. Je fais de mon mieux pour être la plus précise possible, mais je préfère le reconnaître en amont. Je vous souhaite une excellente vidéo. Avant tout, il faut qu'on sache de quoi on parle, parce qu'il y a plein de manières de perdre l'audition. Le corps humain est créatif. Il existe 3 catégories de types de perte d'audition. La perte auditive neurosensorielle, causée par un problème au niveau de l'oreille interne ou du nerf auditif. La perte auditive conductive, le son a du mal à passer entre l'extérieur de l'oreille et l'intérieur. Et la perte auditive mixte, qui est une combinaison des 2 types précédents. Au sein de ces catégories se trouvent plein de causes différentes qui provoquent ces pertes d'audition. Et dans la catégorie neurosensorielle se trouve la perte auditive due au bruit, celle qui va nous intéresser dans cette vidéo. La perte auditive due au bruit, c'est une déficience auditive, c'est-à-dire qu'une personne va entendre moins bien que la normale à cause d'une exposition dangereuse au bruit. Cette déficience se mesure en paliers allant de la surdité légère à la surdité profonde. Mais la perte auditive due au bruit, ce n'est pas qu'une diminution de l'audition. Ça peut être aussi d'autres symptômes, comme les acouphènes subjectifs, c'est-à-dire la perception d'un son, souvent un bourdonnement ou un sifflement sans source sonore extérieure, ou l'hyperacousie, qui vous fera percevoir les sons normaux comme anormalement forts, voire douloureux. Vous pouvez aussi souffrir de vertige ou d'une douleur à l'oreille directement. Bref, c'est pas souhaitable. D'autant que dans la plupart des cas, c'est irréversible. Dans le cas de la perte d'audition, à la naissance, nous avons un nombre déterminé de cellules ciliées. Des cellules situées dans l'oreille interne qui transforment les vibrations sonores en signaux électriques transmis au cerveau via le nerf auditif. Et quand ces cellules sont trop fortement agressées, elles meurent et ne se régénèrent jamais. Et ça, c'est l'un des 2 mécanismes dans l'oreille interne qui fait que quand c'est fait, c'est fait. Alors, vous pouvez cependant avoir une perte d'audition temporaire, c'est la fatigue auditive. Dans ce cas-là, vous allez revenir à un niveau normal au bout de quelques heures, au pire quelques jours. Mais c'est pas de ça dont on parle dans ce cas précis. Concernant les acouphènes, vous pouvez en avoir seulement de temps en temps, mais s'ils persistent au-delà de 6 mois, ils sont alors qualifiés de chroniques, et les chances de disparition spontanée diminuent considérablement. De rares cas de rémission complète ont été observés même après plusieurs années, et des traitements peuvent parfois réduire, voire supprimer les symptômes, mais dans la grande majorité des cas, une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut noter également que les acouphènes sont un symptôme et pas une maladie en soi. Si vous avez des acouphènes, ça peut être le signe d'un dysfonctionnement, autre que la perte auditive due au bruit. Bon, génial, maintenant on sait précisément de quoi on parle et quels risques on encourt. Maintenant, il faut qu'on creuse la cause de tout ça. Et ça tombe bien parce qu'elle est dans le nom de la déficience. Perte d'audition due au bruit. Mais c'est quoi précisément le bruit ? Alors déjà, il y a un petit piège dans cette appellation, parce que malheureusement, la cause de la perte d'audition due au bruit n'est pas
que due au bruit. En fait, elle est double. Vous avez d'un côté tout un tas de facteurs qui vous rendent plus ou moins vulnérables à cette déficience. Vos prédispositions génétiques, votre sexe, votre âge, votre mode de vie, votre état de santé global, l'utilisation de certains médicaments, bref, plein de facteurs extérieurs à votre audition. Et de l'autre côté, vous avez, comme son nom l'indique, le bruit et plus précisément l'exposition répétée à des sons trop forts. Ça arrive dans deux cas. D'abord, dans le cadre professionnel. Et ça ne date pas d'hier. Au Moyen-Âge, les sonneurs de cloches étaient connus pour avoir des pertes d'audition dues à leur travail. Sauf qu'un événement va aggraver ça, la révolution industrielle, qui change la nature même du bruit. C'est à ce moment qu'on commence à s'emparer du problème, mais aussi qu'il s'empire. En 1700, Bernardino Ramadini, le père de la médecine du travail, reconnaît les métiers de meunier et de chaudronnier comme des métiers à risque d'un point de vue auditif. En 1958, un article de loi est instauré dans l'État de New York pour indemniser les travailleurs, puis en 1963, c'est au tour de la France de reconnaître officiellement la surdité comme une maladie professionnelle. Et qui dit maladie professionnelle dit indemnisation, et donc argent déboursé par l'assurance maladie. Et justement, comme ça coûte de l'argent et que c'est un vrai problème, des mesures vont être instaurées par les gouvernements pour protéger les travailleurs. On va revenir sur celle-ci tout à l'heure, mais vous avez là la première cause de la perte d'audition due au bruit, le travail. La bonne nouvelle, c'est que comme on a pris le sujet de la surdité professionnelle au sérieux, on a cherché à la maîtriser. Et même si ce n'est pas parfait, il y a eu de grandes avancées depuis la révolution industrielle. Le problème, c'est qu'entre-temps, un autre type de bruit est apparu. Le bruit lié au loisir, et plus particulièrement à la musique. Alors, la musique par essence a toujours été plus ou moins un facteur de perte auditive, ne serait-ce que par les instruments percussifs et plus tard les orchestres. Mais le vrai tournant, c'est l'amplification électronique. C'est le moment où l'humanité a dit « et si on jouait, mais plus fort ?» On situe le début de la musique amplifiée au début du XXe siècle, notamment en 1930, avec la première guitare électrique, mais ça s'accélère extrêmement rapidement, notamment en termes de sonorisation. L'objectif va devenir de sonoriser des espaces de plus en plus vastes. On voit apparaître les premiers grands festivals rassemblant des milliers de personnes, et il faut que ces milliers de personnes entendent la musique et l'entendent bien. Et quand ce ne sont pas des milliers de personnes dans de vastes champs, ce sont des centaines de personnes dans quelques centaines de mètres carrés, avec les boîtes de nuit qui voient le jour dans l'entre-deux-guerres et qui, elles aussi, rivalisent d'imagination en termes de système son. Et puis, en parallèle, des années plus tard, à partir du début des années 80, de nouveaux moyens d'écoute apparaissent, comme le Walkman, puis plus tard l'iPod et ses fameux écouteurs. Dans ces années-là, on est aussi en pleine guerre du volume. En gros, chez les artistes, c'est à celui qui sonnera le plus fort. Bref, le XXe siècle et le début du XXIe siècle marquent un changement profond et relativement soudain à l'échelle de l'humanité dans les pratiques d'écoute de la population occidentale. Et ça pose certains problèmes assez concrets. D'abord, les casques et les écouteurs diffusent directement du son dans le conduit auditif. Et ça, c'est pas fou. Mais en soi, le problème ne se trouve pas vraiment dans les technologies en elles-mêmes. C'est surtout ce qu'on fait avec ces technologies qui peut s'avérer grave, notamment le volume d'écoute et la durée de l'écoute à un certain volume. Pour prendre les données de l'OMS, une écoute sûre est une écoute à 80 décibels jusqu'à 40 heures par semaine. Par contre, si on passe à 90 décibels, le temps d'écoute conseillé passe de 40 heures à 4. Pour vous donner un ordre de grandeur, on parle de un quart à la moitié de la population sondée selon les études qui écouterait de la musique à un niveau déraisonnable. Et ce chiffre augmente quand les tranches d'âge baissent. Et c'est justement un petit peu le problème qui se cache derrière ces nouveaux moyens d'écoute. La réponse est dans la question, ils sont nouveaux, en tout cas à l'échelle de l'humanité. Donc on commence à avoir un recul dessus, mais ce recul, il n'est pas très positif. Marie-Cruz Iglesias, chef du service d'ORL à l'hôpital San Carlos de Madrid, observe que ses patients sont de plus en plus jeunes et s'en inquiète. Et ces inquiétudes viennent être corroborées par les chiffres de l'intro. Pour vous donner une autre source que l'OMS, selon des chercheurs de l'Université de Caroline du Sud, entre 67 et 1,35 milliards d'adolescents et de jeunes adultes courent un risque de rencontrer des problèmes d'audition. Ok, mais donc qu'est-ce qu'on fait ?
Dans un premier temps, et c'est peut-être le plus applicable, on a tous une responsabilité individuelle sur le sujet, un impact sur notre propre audition et notamment sur la manière dont on écoute de la musique. Pour savoir ce qu'on peut faire, je vais me référer au conseil de l'Organisation mondiale de la santé. D'abord, comme je vous l'ai dit, il existe des recommandations en termes de volume d'écoute. Écouter jusqu'à 40 heures de musique à 90 décibels est possible et sain. Pour savoir d'ailleurs le volume du son ambiant, il existe des applications qui permettent de le mesurer gratuitement. Autre chose importante, certains téléphones incluent la protection automatique. Si vous avez un iPhone, vous avez peut-être déjà eu cette notification. Le tout est de ne pas l'ignorer. Ensuite, l'OMS conseille de rester le plus loin possible des sources sonores, autant que possible, et d'utiliser des bouchons d'oreille. Enfin, consultons un professionnel en cas de changement dans notre audition, que ce soit des acouphènes, des difficultés à suivre des conversations ou des difficultés à entendre certaines fréquences. Si vous voulez, l'OMS a même créé une application qui certes est uniquement en anglais, mais qui permet de détecter de potentiels problèmes. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je viens de vous dire, on va y revenir, mais ce sont les conseils principaux donnés par l'OMS. En parallèle, il y a des mesures plus globales, des mesures qui s'appliquent aux foules, qui, elles, ne s'appliquent pas qu'à la musique. Il y en a principalement 3. D'abord, comme je vous le disais, des réglementations vont être mises en place par le gouvernement pour protéger les travailleurs exposés au bruit. Dès 1977, le gouvernement impose une surveillance médicale spéciale pour tous les travailleurs exposés à un niveau sonore de 85 décibels A au travail. 11 ans plus tard, en 88, la France passe un vrai nouveau cap dans la lutte contre le bruit au travail. Avant toute chose, les entreprises se doivent maintenant de mesurer les seuils et de réduire le bruit au niveau le plus bas possible, par exemple en remplaçant les équipements bruyants au fil des nouvelles technologies ou en insonorisant les locaux. Des protections collectives doivent être mises en place avec par exemple le cloisonnement des zones bruyantes et des protections individuelles avec des casques et des bouchons sont obligatoires à partir de 85 décibels A lorsque l'exposition est prolongée. Dans le même temps, la prévention et la formation des salariés devient obligatoire par ce même décret. En 2017, ce sont les lieux musicaux qui se voient soumis à de nouvelles réglementations. À présent notamment, les lieux diffusant de la musique à fort volume se doivent de distribuer des protections gratuitement. La deuxième chose, très liée à la première, concerne la communication. On communique beaucoup plus auprès des foules sur le sujet. Par exemple, Bob Sinclair s'est associé en 2017 à la Journée nationale de l'audition. Il apparaît dans une BD gratuite créée dans le but d'inciter les jeunes à porter des protections auditives en concert. Ok. Et la troisième chose, c'est l'évolution de la médecine. Évidemment, la prévention des problèmes auditifs est largement préférable aux soins. Cependant, il faut quand même noter que la médecine progresse pour soigner les troubles. Je vous rappelle que les premiers appareils auditifs, ils ressemblaient à ça. Aujourd'hui, il existe des appareils auditifs efficaces pour traiter la surdité légère à modérée et quand elle est sévère à profonde, il est parfois recommandé de faire un implant cochléaire. Des approches thérapeutiques nouvelles sont en cours d'expérimentation, notamment dans l'optique de prévenir ou de ralentir la perte d'audition. En parallèle, de nombreux travaux s'intéressent à la régénération de ces foutues cellules ciliées, les cellules qui meurent là. Bref, la médecine avance, trouve des solutions, mais la meilleure des solutions reste dans tous les cas la prévention, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Bon, ça va vous? Passez-vous un bel été. J'espère que je vous apprends quelques petites choses, mais je voudrais qu'on soit honnête, vous et moi, en cette fin de vidéo. Si aujourd'hui, vous, derrière votre écran, vous avez des habitudes d'écoute qui ne sont pas forcément saines, que ce soit ponctuellement ou quotidiennement, il y a peu de chances que cette vidéo change quelque chose. Et ce, pour 2 raisons extrêmement vicieuses. D'abord, ce qui est très vicieux avec l'audition, c'est que c'est graduel. Vous n'allez pas forcément réaliser à l'instant T que vous venez de vous blesser. Les dégâts arrivent petit à petit, et pas du tout au même rythme selon les personnes. Ça s'applique à beaucoup de choses. La consommation d'alcool ou la consommation de cigarettes, par exemple. Fumer une cigarette ne va pas vous tuer. 2, 10, 20, ça ne vous tuera probablement pas non plus. Et peut-être même que jamais votre consommation de cigarettes ne vous provoquera une maladie grave. Mais peut-être que si, mais c'est pas tout. Parce que l'information ne suffit pas. Tout le monde aujourd'hui sait que fumer, ce n'est pas bon pour le corps humain. Pourtant, ça n'empêche pas plein de personnes de fumer. On est nombreux à avoir conscience qu'une certaine manière d'écouter de la musique est nocive. Pourtant, on le fait quand même. Et il y a plein de causes possibles, qui sont profondes et souvent assez personnelles. Pour changer, il faut se comprendre et avoir une vraie volonté. Les informations pures ne suffisent pas. Et ça explique que malgré notre connaissance des risques encourus, on ne change pas forcément nos habitudes. Même si, je vous le souhaite.
très sincèrement. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner ma situation personnelle. Je sais qu'une vidéo n'est jamais totalement neutre, donc comme ça vous avez une idée de qui vous parle. Personnellement, j'ai écouté énormément de musique, aux écouteurs, aux casques et aux enceintes, dans mon adolescence et au début de l'âge adulte. Aujourd'hui, j'en écoute drastiquement moins, surtout depuis quelques mois, pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec la vidéo, et je considère aujourd'hui que je prends assez peu de risques pour mon audition dans mon écoute quotidienne. Cependant, je fais assez peu de concerts, mais j'avoue que jusqu'ici, tous les concerts auxquels j'ai assisté, je n'ai pas mis de bouchon d'oreille. Et sur les derniers concerts, je l'ai complètement conscientisé. C'est-à-dire que je me suis dit, je prends le risque consciemment de perdre des points. Et j'ai dû en perdre parce que le stade de Lyon sous les enceintes, c'était pas hyper raisonnable. Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire que je ne le referai pas. J'essaierai de ne pas le refaire, mais je ne peux pas vous dire là face caméra que je ne le referai jamais. Ce serait juste un mensonge. Cette vidéo n'avait pas vocation à faire la morale à qui que ce soit, comme toujours sur cette chaîne, et je suis la première à ne pas être parfaite. J'espère cependant quand même avoir réussi à vous donner certaines infos, certaines clés. Perso, ça m'a quand même fait réfléchir, j'espère avoir planté quelques graines, et qui sait, peut-être qu'un jour vous irez en concert et vous repenserez à la youtubeuse là sur un fond orange qui avait dit « Ah ouais, les acouphènes, c'est pas cool ». Bref, c'était Lovie, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous.